Pour moi, c'est des débats passionnants. J'avais l'impression de faire des entretiens avec 45 personnes. Et puis maintenant, on m'a demandé de faire la synthèse en 12 minutes. Donc vous allez voir, ça va aller très très vite. Mais ça permet en fait de lancer le débat. Et j'espère que les participants, bien sûr les deux participants qui sont là, en profiteront un petit peu. On a eu 12 sessions, peut-être un peu plus, mais j'en vais en résumer 12. Il y a 12 sessions qui sont vraiment fascinantes, qui posent tout un ensemble de questions. Vous avez eu le programme à des points d'interrogation à la fin de chaque session. Et donc, c'est un peu comme ça que je veux le résumer. Et ensuite, faire la synthèse de la synthèse, poser les grands thèmes dont on a parlé, mais aussi contextualiser ça. Parce que mon travail de recherche, c'est de comparer les frontières et les régions transfrontalières dans le monde entier. J'ai écrit là-dessus plusieurs fois, et donc ça m'intéresse vraiment de voir et d'essayer de situer en quelque sorte, je dirais, l'expérience européenne dans un contexte plus global. Alors j'ai vraiment apprécié la présentation de Christian Dupessé qui a commencé par nous rappeler qu'on était dans la salle ADNOR. Et ça, je ne peux pas m'empêcher de nous le rappeler et que ça a un poids, au moins le poids de l'esprit des pères de l'Europe, de la construction européenne. Et en particulier de Jean Monnet qui disait que l'Europe, c'est la somme de toutes les crises et de toutes les solutions trouvées aux crises qui seraient les crises de l'Europe. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est dans un forum où on discute ces crises-là. Alors, maintenant, l'exercice. On a commencé par un premier panel qui pose la question du chemin qui s'offre aux territoires transfrontaliers. Et on avait Charlotte Alpen, François Descoster et Simo Sassi qui nous ont parlé un petit peu en fait de la situation. Ils nous ont donné la situation de l'Europe. Et on a appris un certain nombre de choses. La première chose qu'on a appris, c'est que le territoire européen, c'est quand même 40% du territoire. Les régions transfrontalières, c'est 40% du territoire européen, c'est 37% de la population. Mais c'est aussi en fait des régions qui font face à des crises. La crise de Covid, la crise du Brexit, et puis maintenant la crise de la guerre, avec en particulier l'expérience de la Finlande. Et ce que moi j'en retire, c'est que les politiques frontalières des États oublient cette masse critique de territoires qui sont aux marges des États. Moi, c'est ce que j'en tire de ce panel. C'est quand même très extraordinaire de se rendre compte que 40% du territoire de l'Union européenne, ce sont des régions transfrontalières, que 37% de la population européenne vit dans ces territoires de marge, qu'il y a des millions de personnes qui traversent ces marges, pour ainsi dire, tous les jours pour travailler. Et néanmoins, ça reste en fait traité par les États comme des territoires de marge. Je reviendrai là-dessus plus tard. Ensuite, on nous parle de gestion transfrontalière de nos ressources. Et on a Muro Lucianas, Iba Debouk et Thomas Zeller qui nous expliquent en quelque sorte comment ils travaillent entre eux, comment ils font la suture ou la couture, en quelque sorte de manière très concrète, qui est la gestion transfrontalière des ressources à travers, bien sûr, la frontière. Et c'est un fait, mais qui dépend de la capacité à travailler ensemble. C'est un fait qui dépend de cette capacité à structurer les acteurs locaux ensemble, à travers la frontière. Et c'est un fait, mais qui dépend aussi de la capacité à faire remonter l'information. Donc on a, vous voyez ce thème qui revient, en fait, qui revient sur le rôle de l'État, en quelque sorte. Et puis ensuite, on parle de la transition énergétique. Est-ce que les régions transfrontalières sont, en quelque sorte, championnes de la... Et là, ce qu'on découvre, c'est encore un peu la même idée. C'est que l'Europe transfrontalière, elle s'organise. Il y a un certain nombre de choses qui sont faites, mais je ne peux pas m'empêcher d'oublier le témoignage de Tikene Bohuis, de Gaz Uni Zélande Hydrogène, et qui nous a dit quand même très clairement que le problème principal auquel son entreprise se bute continuellement, c'est la régulation à la fois de la consommation, mais aussi des marchés que les États ont. Donc on a ce thème récurrent déjà à ce niveau-là. Et puis ensuite, on a
la discussion sur les bassins d'emploi et en quelque sorte la taille de ces régions transfrontalières. C'est vraiment ça avec Christian Dupessé, Karl-Heinz Lamberts et Sławomir Tokarski, qui a été remplacé par Nathalie Verchel. Et l'idée du bassin de vie se confronte donc à la planification transfrontalière qui fâche. Moi, je pense que c'est le thème très important ici, où on se dit que dès lors qu'on veut planifier quelque chose à travers la frontière, on a des problèmes internes et on a parfois des problèmes à travers la frontière elle-même ou à travers les différentes frontières, parce que ça fâche, parce qu'on se confronte aux confins juridiques des États et des politiques des États, mais aussi à des politiques européennes qui doivent prendre en compte une diversité importante de situations très diverses à travers l'Union et qui donc parfois ne sont pas si évidentes que ça pour les acteurs locaux, pour les gens qui travaillent justement à faire cette suture continuelle. Les services publics, c'est un autre exemple que l'on a discuté hier, où on a Gilbert Schut, on a Pavel Branda et Loïc Delhuven qui nous parlent en quelque sorte de cette idée de service public qui traverse en quelque sorte la frontière. Et la chose que je trouve fascinante, c'est qu'on a des exemples de trams, on a des exemples de bus, vous vous rappelez probablement de tout ça, mais la difficulté, en fait, c'est une difficulté presque d'économie politique, je pensais. C'est de décider où la frontière s'arrête. Et si ces services transfrontaliers, bien évidemment, vont au-delà du bassin d'emploi, par exemple, ou de bassin de vie, est-ce que c'est des services qui sont pour les résidents ou les non-résidents? Donc on a là le début d'une définition en quelque sorte du territoire pour lui-même et de comment on finance ces projets-là, bien évidemment. Et puis le dernier panel qu'on avait hier, c'était sur l'Europe des crises, avec des interventions que j'ai trouvées très très touchantes de Damien Carme, de Victor Zidarowski, de Maria Angeles et Lorza Zubiria, de Béatrice Godefroy, Anne-Laure Amiazzari et Gabriela Staskewski, qui est la dame qui est maire de Swenzing. Et là, je dirais en résumé, la question de l'accueil se pose. La question de la crise de solidarité ou de la crise des problèmes de migration, selon comment on comprend ça. Le rôle fondamental des villes dans l'accueil, qu'on découvre en quelque sorte en Europe, de la sécurité des populations fragilisées qui sont en mouvement, et des politiques d'impasse, le témoignage de Anne-Laure Amiazzari sur la violence à Calais, j'ai trouvé ça un petit peu dérangeant à la limite, et ça m'a rappelé en fait des choses qui existent bien sûr sur le continent où je vis. Et la préparation insuffisante en fait des États et des acteurs, le manque de coordination, etc. etc. Et je voudrais vous dire qu'au Canada, on a fait des études là-dessus. C'est un exemple qui a été donné, mais on a fait des études sur le rôle du niveau local dans l'accueil des populations en mobilité, et on s'est rendu compte que tous les services, pour ainsi dire, que l'immigration, à l'exception de l'immigration, de la police, sont des services qui sont en général gérés au niveau local. Donc si on ne travaille pas avec la gouvernance urbaine, si on ne travaille pas avec les acteurs de la gouvernance urbaine, dans les grandes villes du Canada, on n'a pas la capacité, ni les États, ni l'État fédéral, ni les provinces n'ont la capacité. Alors aujourd'hui, la conférence a commencé avec une présentation des travaux du COTER par sa présidente, de la commission COTER par sa présidente Nathalie Sarrobez-Zoles. Et ensuite, on a eu un débat sur l'indépendance et les déséquilibres économiques transfrontaliers. Et ce qui est les trois personnes qui nous ont présenté leur expérience sur l'Eurodistrict Pamina, par exemple, Christophe Schondingel ou Queen's Belfast, Cathy Hayward ou Tu David Bach sur le Grand Copenhague, nous ont montré à quel point, en fait, la réapparition des frontières, à cause de Covid, à cause de la crise de la migration, ont posé tout un ensemble de problèmes dans ces régions transfrontalières. Et en fait, le rôle des États dans ces cas-là est quand même bousculé par les exemples de ces régions qui travaillent ensemble. On découvre un ensemble de solutions qui sont pour autant des questions suggérant la nécessité de plus de flexibilité
dans l'agencement des politiques, d'alignement de politiques publiques à travers la région et la frontière elle-même, des domaines de politique publique de territoire, par exemple, mais qui questionnent bien évidemment ceux qui sont pour la défense de la souveraineté. Ça pose continuellement des problèmes parce qu'on a peur de donner trop de souveraineté au niveau local. Alors, quels sont les nouveaux modèles de gouvernance, en quelque sorte? Si on bouscule la souveraineté des États parce qu'on donne, en quelque sorte, de la flexibilité aux acteurs locaux, que se passe-t-il? Et là, on nous a parlé, j'ai trouvé ça très intéressant, du traité de la Chapelle. Sandro Gozzi, Philippe Ouari, Ben Bemenberg nous ont parlé en fait de leurs travaux, de comment ils fonctionnent entre eux. Et on découvrait en quelque sorte le traité de la Chapelle qui est donné en exemple, en modèle de gouvernance entre deux pays, la France et l'Allemagne, le deuxième traité depuis la Deuxième Guerre mondiale, et qui a su adapter en quelque sorte une structure de gouvernance où les acteurs locaux, donc à travers les groupements européens, les GECT, mais aussi la présence d'élus parlementaires, sénateurs, etc., dans ces comités, et la représentation de ministères, permet en quelque sorte de créer une gouvernance multipalier. C'est l'idée que l'on a découvert à l'occasion du deuxième panel où on parle de remonter l'information. Donc on commence à créer des structures qui nous permettent de faire ça. Mais le problème du traité en question, de la Chapelle, c'est qu'il pose une question fondamentale, ce traité. C'est la capacité concrète d'une telle gouvernance multipalier à prendre des décisions. Est-ce que les décisions sont prises au niveau du comité? Et puis à résoudre donc les problèmes transfrontaliers régionaux. Pas que à servir, en quelque sorte, d'escalier du bas vers le haut. Donc ça pose quand même des problèmes. Et puis la Commission, l'Union européenne n'a aucun représentant, en l'occurrence dans la salle, quand ce comité se rencontre. Par contre, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse ont des strapontins. Ils ont droit d'assister, mais ils ne prennent pas part aux discussions. Alors, au-delà des crises, quelles alliances de long terme en faveur de la transition écologique? Là, on a découvert des choses qui sont assez intéressantes avec Jean Rotner, Damien Cortinas et Anna Karimik-Lop qui nous ont parlé en quelque sorte de cette transformation écologique. Et j'ai trouvé l'exemple de Genève totalement fascinant parce qu'il suggère une institutionnalisation en quelque sorte de cette relation transfrontalière, de cette région transfrontalière, mais aussi soulève tout un ensemble de sujets en quelque sorte qui sont assez difficiles à gérer. Néanmoins, Damien Cortinas nous parle en quelque sorte d'un accélérateur, il nous parle de prises de décision qui ont pu être faites très 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 rapidement. Et moi je pense que c'est une question intéressante à discuter maintenant, parce que bon, dans la situation où il y a des crises, est-ce qu'on peut effectivement, en quelque sorte, donner aux acteurs locaux une voie rapide pour prendre des décisions et les mettre en place? Ça va au-delà de ce qu'on a discuté, qui parle plutôt d'exemples, de cas exemplaires, etc. Bon, on peut revenir là-dessus pendant les débats. S'organiser pour faire face aux urgences écologiques et climatiques, ça c'était l'un des deux derniers panels que je veux discuter, avec Xavier Pelletier, Yana Sertonova et Gaetano Vivo. Et là, on découvre en quelque sorte que la prévention des catastrophes, vous avez tout ça en mémoire parce que ça date d'il y a 1h30, en fait, nécessite des partenariats transfrontaliers parce que, bien évidemment, la nature se moque pas mal des frontières administratives et d'État. Les animaux ont des manières différentes de vivre, la faune bouge à travers les régions, etc. Et on le sait avec Covid, c'est très efficace de fermer les frontières. On peut en reparler de ça. Et le problème qui nous est annoncé, en fait, quand même, c'est que les mandats gouvernementaux sont plus courts que les travaux à mettre en place pour aider les régions, les partenaires locaux, les États, à travers les frontières, à mettre en place des plans, en quelque sorte, des actions qui leur permettent de faire face aux urgences écologiques quand elles arrivent. Bon, il y a eu beaucoup d'eau dans l'Est et dans le sud de l'Allemagne. En Colombie-Britannique, on a eu le même souci avec
toutes les infrastructures autoritaires du sud, en quelque sorte de la région qui nous connecte avec Seattle, complètement inondée pendant 15 jours. Alors c'est une région de ferme, c'est une région d'agriculture intense. Vous imaginez les conséquences pour toute la province, 4,5 millions d'habitants qui ont été coupés en quelque sorte de leur arrière-pays et des États-Unis pendant 15 jours complets, avec les résultats ils sont en train de finir la réparation des autoroutes à l'heure actuelle. Voilà, alors le dernier panel était sur la place de la société civile et des jeunes dans la construction de l'espace transfrontalier. Et là, je dois dire que ce qui ne m'a pas surpris, mais qui est très, très clair, c'est que les jeunes ont des expériences, ils ont un enthousiasme extraordinaire, mais que les acteurs des actions transfrontalières sont toujours surpris. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore développé la pratique, alors qu'on devrait développer la pratique et les mécanismes, parce qu'on construit le futur. Alors, quels sont les grands points de convergence de ces témoignages? Et puis, quel est l'impact sur la résignation ou la résilience des territoires transfrontaliers durables et des alliances transfrontalières quand ils sont passés dans ce contexte de crise? La chose qui m'a tout de suite surpris, moi, quand je suis arrivé hier, c'est que le contexte est assumé comme étant une crise continuelle. Hein, en fait, je me demande même s'il ne faudrait pas re-questionner la crise. Covid, ça va se reproduire peut-être, mais je veux dire, la crise de Covid, elle est passée. Le Brexit, c'est aussi passé. À ce que je sache, on arrive à aller de l'avant maintenant. Donc, venant du Canada, ça me frappe de voir que ça a été en quelque sorte le cadre. Par contre, tous les intervenants, tous les témoins parlaient de ça, n'est-ce pas? Les États ferment leurs frontières en temps de crise. Mobilité, crise immigration, crise de Covid. Le passé sans frontières est remis en cause du fait de ces difficultés. Il y a quand même un certain nombre de témoignages qui nous disent on ne connaissait pas la frontière, on l'avait oublié. Hein. Le maire de Saint-Omer nous a bien parlé de ça. Les régions transfrontalières, néanmoins, continuent à développer leurs activités de coordination, de coopération, de collaboration, et c'est basé sur une compréhension de leurs ressources et des demandes des populations locales. Mais elles sont confrontées au cadre juridique des États qui sont continuellement en fait le sujet de frustration pour les acteurs transfrontaliers qui travaillent à les résoudre. Donnez-moi juste une minute et je m'arrête. Donc la région transfrontalière est une ressource pour les acteurs locaux, pour les populations locales. Elle est un bassin d'emploi, elle est un bassin de vie et plus. Elle fait face à une gouvernance continuellement réinventée. Alors, je veux finir avec ça. Le territoire duquel on parle, c'est 40% du territoire européen. C'est 37% de la population de l'Union, 200 millions de personnes. Cette question du territoire, elle est en quelque sorte continuellement ignorée par les États. Et pourtant, elle est au centre de l'intégration européenne aujourd'hui. Alors, quand on compare ça avec tout ce que je connais des études internationales, et je vais vous en citer 3 ou 4, ce que l'on découvre quand même, c'est que l'Union africaine, le programme de développement des Nations Unies, la grande région du sud de la Chine, les travaux du Mercosur, tous parlent de l'intégration économique transfrontalière comme un moteur de développement économique. Alors je sais que c'est un débat en Europe qui est critiqué. Néanmoins, les débats que nous avons entendus aujourd'hui à propos des régions transfrontalières n'ont pas beaucoup parlé de développement économique. Mais on parle de solidarité territoriale, locale, avec des populations qui ne sont pas de l'Union européenne. Donc ça pose en fait une question différemment. C'est de faciliter ce type d'intégration. C'est peut-être au cœur du futur de l'Europe. Donc ma question pour nos intervenants aujourd'hui, c'est pourquoi continuer de considérer ces territoires comme marginaux? Ne sont-ils pas au contraire la manifestation du cœur de la construction européenne? Et le traité de la Chapelle peut être un pas en avant, mais il pose la question de l'opérationnalisation des solutions. Comment est-ce qu'on s'y prend, en quelque sorte, pour dépasser ce traité? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Emmanuel Brunet-Jailly. Je vous invite à nous rejoindre ici avec votre micro. Et je vous présente nos autres invités.
Donc Marc Lemaître, directeur général à la DG Régio de la Commission européenne. Bonjour, merci à vous d'être en notre compagnie. Effectivement, la DG Régio, c'est tout aussi la politique régionale et de cohésion. Et nous sommes aussi avec Piotr Blikowski, secrétaire général du Comité européen des régions. Alors, effectivement, pourquoi ces territoires qui sont importants, on l'a compris, qui sont conséquents, sont-ils considérés finalement comme marginaux et peut-être traités comme marginaux? C'était la question sur laquelle vous êtes interpellé aujourd'hui. Je pose la question d'abord à Monsieur Lemaître, peut-être. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et puis surtout félicitations pour cet événement, pour le choix du lieu et aussi pour le choix du titre de ce forum. Je trouve ce titre interpellant. Résignation ou résilience? Je répondrai résolument, bien entendu, résilience. Et pourquoi? Je crois parce que Jean Monnet nous a en effet enseigné que la construction européenne, l'intégration européenne, c'est pas de la tarte. Ça nécessite énormément d'efforts, souvent des efforts répétés, et de tirer les enseignements de revers. Et s'agissant Il parlait même d'imagination, hein, c'est vrai. En l'occurrence, c'était l'imagination, M. Schuman à propos des guerres, mais l'imagination, hein, c'est-à-dire les efforts créatifs. Et ça, la question de la création, elle est très très prégnante en Europe. C'est-à-dire quand on en a parlé toute la journée de meilleures pratiques, de comparaison d'un modèle d'un autre, de ce qui se fait d'une frontière à l'autre, etc. Les efforts créatifs. Hein, c'est autre chose que l'application des lois, c'est autre chose, c'est vraiment un effort soutenu que la Commission doit entreprendre aussi et entreprend, hein, l'effort créatif. Pourquoi m'inscris-je en faux quand on parle de territoires marginaux? Reprenons la crise Covid. Oui, les territoires frontaliers ont vécu une expérience pour beaucoup traumatisante. Moi-même, je viens du Grand-Duché de Luxembourg. Je sais ce qu'est une région frontalière avec énormément de flux quotidiens, avec une interdépendance absolument énorme. Il faut savoir que la moitié du personnel hospitalier au Luxembourg vient de France chaque jour. Donc, si on ferme les frontières, surtout dans une crise sanitaire, on a un problème énorme. Donc, moi, je parle d'interdépendance. Ce qu'on a constaté, ou ce qui s'est rappelé à nous, c'est la valeur de ce que nous avions réalisé en gommant les frontières intérieures en Europe à travers l'intégration européenne. Et d'un coup, parce que les frontières physiques, parce que les contrôles, parce que l'interdiction parfois de passer la frontière ont été réintroduits. Y compris dans un grand pays hein, très très fédéraliste comme l'Allemagne. Hein. Ça a été un grand coup de la crise Covid. C'était l'Allemagne finalement qui a coupé cette frontière oui, avec la France. Bon, ça ce n'est pas nécessairement une surprise. Quand dans une crise, on prend des décisions dans la capitale, à Berlin, en effet, on ne pense pas à toutes les situations spécifiques le long de ces frontières. Mais donc ce réflexe de repli, ce réflexe défensif nous a rappelé combien le chemin parcouru pendant des décennies à travers l'intégration européenne était précieux, mais aussi était fragile, comme la construction européenne elle-même, même si certaines personnes, jusqu'à la crise Covid, n'avaient jamais vécu l'existence de frontières en effet. Mais pourquoi dis-je donc que, du coup, il n'y a aucune raison de parler de régions marginales, mais ce sont aussi les régions qui ont profité le plus de l'intégration européenne, ces régions-là. Ce n'est pas parfait, absolument. Il y a énormément d'obstacles concrets
quotidien, surtout pour trouver des solutions pratiques aux défis du jour. Vous avez mentionné la lutte contre le changement climatique. Il y a plein de domaines dans lesquels, évidemment, si il n'y avait aucun obstacle administratif à la mise en commun de solutions, eh bien, ça irait beaucoup mieux, ça irait beaucoup plus vite. Mais oui, on a des marchés de l'énergie qui sont régulés de façon nationale et ça rend très compliqué l'émergence de communautés énergétiques locales qui seraient transfrontalières. Donc il y a bien entendu énormément de pain sur la planche encore. Mais je voudrais quand même repartir des acquis, et heureusement le Covid, je l'espère, est passé, et le réflexe protectionniste est lui aussi passé, et on est revenu à ces acquis de ne pas avoir de frontières physiques entre les pays européens. Et donc le verre est certainement à moitié plein, avec beaucoup d'éléments de potentiel de progrès, mais j'ai déjà trop parlé, alors le potentiel de progrès, on peut y revenir plus tard. Alors les réflexes de fermeture de frontières sont passés jusqu'à la prochaine crise. C'était un petit peu l'inquiétude des intervenants tout au long de ces 2 journées. Jusqu'à la prochaine crise, on a envie de dire. Justement, précisément, au Comité européen des régions, dans quel sens vous interpellez à la fois, on a vu qu'il y avait des députés européens parmi nous, le législatif et puis l'exécutif, bien sûr, sur cette question de ce qu'il faudrait mettre en place pour pérenniser le statut de ces territoires et puis qu'ils ne se ressentent pas précisément comme marginaux, parce que c'est leur ressenti. Vous avez raison, c'est peut-être pas la vérité, mais c'est leur ressenti. Donc, qu'est-ce que vous demandez finalement, et dans quel sens vous voulez que cette Europe, elle se développe pour vous venir en aide dans ces territoires très particuliers? Merci pour cette question. Je viens du sud de la République tchèque et je me considère un citoyen également de la région frontalière entre la République tchèque, l'Autriche et la Slovaquie, car à 20 minutes de là où j'habite, en fait, eh bien, je peux en fait traverser la frontière dans les 3 sens. Il y a plusieurs questions posées par Emmanuel. Tout d'abord, pourquoi l'Europe considère-t-elle ces régions comme étant marginales et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Et votre question, que peut faire le comité? Tout d'abord, merci d'organiser ces 2 journées et cette discussion. Merci de m'avoir invité. Emmanuel, vous avez mentionné dans votre présentation, et c'était très intéressant, vous avez brossé un tableau non seulement de l'Europe, mais du reste du monde également. Vous avez parlé de l'Europe, vous avez parlé de l'Asie, et le reste du monde. Il y a divers accords de coopération en Europe, nous avons l'ASEAN en Asie, des accords en région Pacifique, en Afrique. Vous avez dit, pourquoi est-ce que l'Europe considère ces régions comme étant marginales? Je pense que c'est une simple expression d'un fait. Et je dirais que pas toutes les régions transfrontalières sont marginales. Un petit peu comme Marc l'a dit. Vous voyez par exemple la banane bleue de l'Europe qui est pleine de régions de transport qui ne sont pas marginales. Aussi, l'intersection de la Belgique, des Pays-Bas et de l'Allemagne, ce n'est pas une région marginale ou défavorisée. Non, c'est une région très prospère. La région aussi de Marc, extrêmement prospère. Et aussi l'intersection de la Suisse, de l'Italie et de l'Autriche, aussi très prospère. Alors, je dirais que ça dépend, c'est au cas par cas. Oui, il peut y avoir d'autres régions qui sont peut-être moins développées, égard à l'Union européenne, et puis il y a des problèmes de distance peut-être, des problèmes frontaliers. Donc, je dirais qu'il faut examiner la situation au cas par cas. Oui, en fait, c'est vrai, c'est une image très contrastée. Il y a certaines régions transfrontalières qui sont extrêmement prospères. Il y a d'autres régions qui le sont beaucoup moins, bien sûr.
Et donc, on peut établir ce contraste. Mais je pense que le sens de la question était plutôt, je pense, pourquoi ces régions sont-elles aussi marginales au niveau de l'application ou des réflexions de l'Union européenne et des États membres à titre individuel, qui oublient trop ces régions. Et s'il y a une crise, tout d'un coup, il s'agit d'intervenir, mais autrement, on les considère comme des régions marginales. Bien, j'aurais deux réponses à cela. Tout d'abord, j'aimerais défendre ce que nous avons, les acquis dont on a parlé, le fait que nous avons un marché unique, pour certains d'entre nous, une monnaie commune, pour certains d'entre nous également, un mécanisme unique au niveau des frontières. Ce sont là des mesures qui permettent d'éliminer ces inconvénients. Et l'Europe a fait quelque chose, a beaucoup fait, je dirais même. Est-ce assez? Non, bien sûr, on peut toujours faire plus. Et j'en viens à la deuxième question. Au niveau du comité des régions, il ne s'agit pas seulement de représentants de la politique élus. Notre recette est toujours une approche pratique. C'est ce qu'on préconise, pas les grands projets, mais des solutions pratiques. Car nos responsables politiques, nos maires, nos patrons régionaux ont à traiter des problèmes quotidiens, problèmes de santé, d'emploi, c'est la fermeture des frontières lors de la pandémie de la Covid, etc. Et donc, ce que nous demandons est tout d'abord, faites ce que l'Europe devrait faire. La proportionnalité, la subsidiarité, n'en faites pas trop si ce n'est pas nécessaire. Et il ne s'agit pas de s'attaquer à un petit problème avec une énorme arme. Il ne faut pas écraser une mouche avec un énorme marteau, donc il faut trouver des solutions appropriées. Et deuxièmement, nous sommes des ambassadeurs de l'opinion selon laquelle, en ce qui concerne les questions pratiques, avant de décider au niveau national, dans les capitales, à Berlin, à Paris, au niveau européen, à Bruxelles ou à Strasbourg, veuillez, s'il vous plaît, consulter les personnes qui sont responsables de la mise en œuvre des mesures, les maires, les responsables régionaux, les responsables de la santé, lorsqu'il y a des inondations, par exemple, en cas de catastrophe, s'il y a une crise, qui sont les personnes qui doivent traiter de ces problèmes au premier niveau? Ce sont les maires des pays, les représentants régionaux, bien sûr. Au niveau de la Covid, bien sûr, les soins de santé locaux. Et donc, ce n'est pas une chose que nous proposons, c'est une chose que nous exigeons, même, nous dirions, s'il vous plaît, avant de légiférer, consultez le niveau local, que ce soit donc au niveau national ou supranational, consultez localement pour que la décision que vous prenez ait du sens. Et deuxièmement, adopter des solutions pratiques. Cette carte de service électronique, bien sûr, est très utile afin que les gens vivant dans les zones transfrontalières aient une carte qui leur permette, en temps normaux et en temps anormaux, en temps de crise, d'utiliser les services publics sans trop de bureaucratie. Et donc, nous préconisons donc ces solutions d'ordre beaucoup plus pratique. Et ça a le mérite de faire aimer effectivement nos institutions. Voilà. Plusieurs questions peut-être pour vous, Monsieur le Maître. En l'occurrence, une élection de représentants transfrontaliers au sein d'organismes transfrontaliers par les citoyens de ces espaces ne devrait-elle pas être réfléchie? Je ne sais pas si c'est tout à fait prévu ni par les États membres, ni si c'est tout à fait possible, mais en tout cas, la question s'est posée tout au long, finalement, tout au long de nos débats. Et puis, comment agir, et là, on pense au niveau européen, quand les États ont l'air de peu se préoccuper de ces régions? Voilà, ça c'est pour une question DG Régio. Est-ce que ce sont les États, finalement, qui se préoccupent pas suffisamment de ces régions? Sachant que vous, à la DG Régio, par exemple, vous avez caractérisé des régions ultra-périphériques très sensibles et que peut-être ces territoires transfrontaliers devraient être caractérisés aussi de façon plus précise.
puisqu'ils ont des spécificités, même s'il y en a des pauvres, des riches, des urbains, des ruraux, etc. Mais ils ont des fragilités qu'on sent bien, de refermeture de frontières, de mesures d'urgence prises contre eux, etc. Voilà, comment est-ce qu'on peut finalement les singulariser? Merci Caroline, ça va me permettre de regarder à comment on peut remplir le verre un petit peu plus. Je pense qu'on ne doit pas se leurrer. L'Union européenne est un ensemble constitué d'États nationaux à la base, et donc le mode de décider de règles communes continuera d'être dicté par ce que les représentants d'États nationaux amènent à la table. Et ensuite, pour l'application des règles, on sait très bien que c'est aussi le niveau national, même dans des États très fédéraux, le niveau national qui donne le ton. Et admettons-le, c'est très utile. C'est déjà suffisamment compliqué de se mettre d'accord à 27 sur des objectifs climatiques en 2030, et ensuite de décliner ce que chaque État membre est censé faire. Après, c'est la subsidiarité. Voyons dans le concret comment décliner ça à l'intérieur des différents États membres. Mais c'est dans ce contexte-là qu'il faut tenir compte absolument de tous les territoires et de tout leur potentiel, et ne pas se limiter au territoire national, en effet. Et je crois que la manière, aujourd'hui, étant donné les avancées majeures produites par la construction européenne, je suis arrivé de Bruxelles cet après-midi, personne ne m'a rien demandé, heureusement. Ça faisait longtemps, j'avoue, ça faisait longtemps. Mais je n'ai pas dû montrer une carte d'identité, nulle part. Je suis entré dans le train, je suis ressorti du train, et je n'ai pas fait face au moindre contrôle. Non, pas Covid non plus, heureusement. Heureusement. Donc, les avancées sont majeures. Petre disait, une seule monnaie. Rappelons-nous quand même, avant 2002, eh bien, le premier problème à la frontière, c'était que l'argent qu'on avait en poche, on traversait la frontière, eh ben, il n'était plus valable. Donc, c'est absolument magique, je dirais, ce qu'on a réalisé en Europe. Mais il y a beaucoup de choses perfectibles au quotidien, en effet. Je ne doute pas que sur les 2 derniers jours, plein d'exemples ont été mentionnés. Moi-même, en me penchant sur le dossier, j'ai pu apprendre encore certains cas qui ne m'étaient pas connus, comme par exemple le fait que dans certaines contrées frontalières, alors que la piscine municipale ou autre, la plus proche, est de l'autre côté de la frontière, eh bien, les classes ne peuvent pas aller dans cette école municipale de l'autre côté de la frontière pour leur cours de natation, parce que le diplôme du maître nageur n'est pas reconnu dans l'autre pays. Non, mais ça fait sourire, mais c'est absolument concret au quotidien. Et c'est stupide. Il y a une impossibilité apparemment aujourd'hui pour 2 petites villes polonaises et lituaniennes, donc à la frontière entre la Pologne et la Lituanie, de concevoir ensemble leur réseau de distribution d'eau, alors que c'est ce qu'ils voudraient faire. Mais il n'y a pas de disposition nationale compatible des 2 côtés. Et du coup, eh ben, ils doivent se détourner de leurs partenaires naturels. Et je ne parle pas, bien entendu, des cas qu'on a d'ailleurs encore connus durant la crise Covid, où les soins auraient pu être apportés beaucoup plus rapidement et beaucoup plus efficacement si le patient avait été porté de l'autre côté d'une frontière plutôt que dans le chef-lieu le plus rapproché du pays. Et bien entendu, la liste est extrêmement longue de ce point de vue-là. Mais je crois que là réside
la méthode la plus utile aujourd'hui. C'est d'identifier ces cas concrets, et nous nous y attelons, et nous invitons, y compris les citoyens, vous avez mentionné les citoyens et leur participation dans cette dynamique, nous invitons les citoyens ou les autorités locales à soulever ces cas concrets, ces problèmes auxquels ils font face, pour examiner d'abord l'origine de la difficulté en général juridique et pour proposer des solutions éventuelles. Alors parfois, la solution, elle est dans le cadre juridique national et il faudrait prendre une mesure au niveau national. Mais le fait d'avoir ces exemples très parlants peut aider à faire évoluer les mentalités et peut aider à ce que, dans la capitale, on ne néglige pas ces sujets. Ce qui peut aider peut-être aussi, alors là, je vais prêcher pour votre chapelle, la DG Régio, ce qui aide beaucoup. Non, mais tout à fait. Ce qui aide beaucoup, je crois quand même, à faire de ces territoires des territoires non pas marginaux, mais plutôt prioritaires, c'est que dans vos appels à propositions, dans les grands projets de fonds de cohésion et de fonds structurels précisément de cohésion, alors, il y a le mot cohésion, hein, c'est pas tout à fait, c'est du binational, du trinational, du quadrinational, et en l'occurrence, donc en vérité, ça crée une communauté économique ou véritablement une dynamique économique multinationale, ou en tout cas à la frontière précisément. Et ça, c'est très intéressant en tant que tel, je crois. Et voilà, je ne manquerai pas de le souligner. Voilà. C'est très gentil à vous. Là où nous mettons aujourd'hui l'accent, et ça participe de cette même approche extrêmement pragmatique, c'est que dans les programmes concrets de coopération aux frontières internes de l'Union, qui sont financés par les moyens du budget européen, nous avons introduit un axe qui est l'axe de la gouvernance, de la mise en place de mécanismes communs qui permettent de prévoir la participation citoyenne, qui permettent, et j'en étais très heureux, de prévoir en particulier la participation des jeunes, qui ont toujours une vision beaucoup plus ouverte, beaucoup plus novatrice des choses, et qui permettent, c'est notre conviction et notre grand espoir, qui permettent de liguer les forces pour faire bouger les choses là où il y a des obstacles réglementaires et autres qui ne peuvent pas être surmontés par les acteurs eux-mêmes. Alors pour conclure en quelques mots cette table ronde de conclusion, et maintenant cheminons, j'ai envie de vous faire dire en 3 mots chacun, cheminons vers quoi justement par rapport à ces territoires frontaliers qui nous sont chers, cheminons vers quoi? Un petit mot de conclusion. Pour moi, les 3 mots-clés, ce sera d'abord les régions transfrontalières comme des régions de laboratoire de développement de l'Europe. Je pense que c'est ça. Ce sont les laboratoires, comment l'Europe peut se développer. Deuxièmement, pour la gouvernance, pour le modèle de gouvernance, allons vers impliquer le niveau qui est là pour implémenter les choses qui sont décidées plus haut, gouvernance. Et troisième chose, pragmatisme, donnons la liberté aux régions pour les choses pratiques. Alors ça c'est très bien. Je vous demande peut-être un petit mot de conclusion aussi. Cheminons vers quoi? Il faut renforcer la démocratie locale et il faut essayer de travailler avec des régions comme Guano-Enschede. Parce que, en sciences sociales, ce qu'on a constaté, même aux frontières de la Chine ou en Amérique latine, c'est que les régions transfrontalières qui ont une forte représentation des populations sont celles qui progressent le plus vite et le mieux.
Donc il y a plus de développement économique, mais moi, l'expérience que je trouve ici qui est extraordinaire, c'est la solidarité. On me parle de crise de migration en Amérique du Nord. Ici, je pense qu'il y a une prise de conscience extraordinaire en Europe, une crise de solidarité. Alors bien sûr, ce n'est pas partagé par tous les mouvements politiques de l'Europe. Néanmoins, c'est très fort. Donc, je pense que la démocratie dans les régions transfrontalières, c'est en fait le débat de demain. Ça participe de l'intégration européenne. Alors, cheminons vers la solidarité et la démocratie. Un mot de la fin, Monsieur Lemaître. Cheminons. Cheminons vers un espace européen qui ne connaît aucun obstacle au quotidien pour les citoyens. Un espace citoyen commun et en effet un espace de liberté au quotidien, un espace où il n'y a pas non plus de barrières ou de blocages dans les têtes et où chaque citoyen peut décider au mieux pour eux-mêmes en exploitant toute la richesse de la diversité de nos sociétés européennes qui sont portées par les mêmes valeurs. Merci, merci en tout cas. Solidarité, unité dans la diversité, ça c'est véritablement aussi la devise plus que de l'Union européenne, des frontaliers également. Alors j'appelle tout de suite Christian Dupessé pour justement un petit mot final, président de la MOT, maire d'Annemasse, président du pôle métropolitain du Genevois français à la tribune, pour vous adresser ce petit mot de remerciement pour ces 2 journées assez extraordinaires. On a vu plein de nationalités, de régions et de transfrontaliers croiser finalement leurs regards et leur analyse. Merci beaucoup. Juste un petit mot parce que je me garderai bien de faire la synthèse qui vient d'être faite par nos trois invités. Mais évidemment, après 2 jours de travaux aussi importants, je voudrais, au nom des organisateurs, dire un grand merci à tous les intervenants, aux modérateurs. Merci à vous. Et puis à nos partenaires, la Commission, bien sûr, le Comité européen des régions, l'Agence nationale de cohésion des territoires, le programme ESPON, France 24, France Média Monde, Respublica, le réseau BIG, et puis aux interprètes, aux équipes techniques, à Teamwork, à la cité universitaire où nous étions, et puis bien sûr, permettez-moi un mot tout particulier pour l'équipe de la MOT qui a été au cœur de cette organisation. Et un merci à vous toutes, à vous tous, qui avez suivi ici, à Paris ou à distance, ces 2 journées de travaux. Je voudrais, je l'ai dit, non pas faire une synthèse, mais j'ai eu l'impression, alors après région marginale, pas marginale, etc., moi j'ai eu l'impression que nous étions pendant 2 jours au cœur du projet européen, en mettant en avant ce qui se passait vraiment dans les bassins de vie transfrontaliers. Et je crois que c'est cela qui a été très fort, et il y a eu quelques mots. Vous venez d'ailleurs de les citer les uns et les autres, solidarité, laboratoire, innovation, simplification, expérimentation, jeunesse, on l'a vu, des mots forts pour la suite. Et nous avons tous, notamment les élus locaux, dit à un moment donné, pour aller plus loin, il nous faut améliorer la boîte à outils. La boîte à outils qui va permettre de lever les obstacles pour faire mieux, pour être plus pragmatique, et évidemment avec un seul objectif, l'efficacité au service des citoyens transfrontaliers. Voilà, je résumerai ça comme cela, et je crois que nous avons beaucoup avancé, et nous avons ressenti aussi une vraie dynamique dans l'ensemble de ces régions, et merci à cet enthousiasme que l'on a pu ressentir. Alors oui, aujourd'hui, maintenant, cheminons, mais si on pouvait cheminer un peu plus vite, qu'est-ce que ce serait bien. Et je voudrais vous donner rendez-vous à notre Assemblée générale à Saint-Sébastien et à Bayonne les 4 et 5 octobre prochains. Et puis bien sûr, j'en suis sûr, il y aura un 3e Borders Forum en 2024. Merci à tous, bon retour.
Merci beaucoup. Vous repartez avec la boîte à outils, hein, vous repartez, mais surtout pas avec les petits boîtiers de traduction, s'il vous plaît. Pensez bien à les laisser. Et merci à vous, merci à nos invités encore.